Il avait un rendez-vous important, quelque chose qu'il avait noté, qu'il fallait pas qu'il apparaisse. Les signes de vie, les derniers, c'est le 13 juillet, parce qu'à partir du 14 juillet, rien ne bouge. Selon une étude réalisée par des psychologues, nous mentons tous au moins 2 fois par jour. Le mensonge serait même indispensable à la vie en société. Qui n'a jamais prétexté avoir été coincé dans un embouteillage pour excuser un retard à un rendez-vous? Mais le mensonge peut aussi cacher des mobiles bien plus dramatiques. Il sert à cacher un vice, une double vie, des crimes parfois, et il peut alors avoir des conséquences graves sur le menteur, mais aussi et surtout sur ses proches. En janvier 2009, Jacques Ezel est retrouvé mort dans un canal, le corps lesté par un haltère. Sa famille va alors découvrir que derrière le père de famille respectable se cachait un tout autre personnage. Aujourd'hui, sa femme et ses fils se battent pour éclaircir les sombres mystères de sa double vie. Le 14 juillet 2013, à Perpignan, Marie-Josée Benitez et sa fille Alison disparaissent sans laisser de traces. Elles ne seront jamais retrouvées. 1 mois après leur disparition, l'époux de Marie-Josée se suicide. Quel lourd secret a-t-il emporté avec lui dans sa tombe? Aujourd'hui, Edwige, la sœur de Marie-Josée, essaie encore de découvrir la vérité. Que faire quand on se retrouve victime de la double vie d'un proche? Comment faire face aux conséquences de ces mensonges? Comment détecter les menteurs, les mythomanes? Est-il possible de leur venir en aide? Pour répondre à ces questions, j'ai rencontré maître Charles Constantin Vallet. Il est avocat, pénaliste, et il nous expliquera comment, sur le plan judiciaire, démêler les fils quand on a été victime d'un conjoint qui menait une double vie. J'ai aussi rencontré le docteur Roland Coutenceau. Il est psychiatre, expert auprès des tribunaux. Il nous expliquera comment certains peuvent être amenés à vivre une double vie et comment réagir face à ce type de situation. Mais pour l'instant, partons pour Arras, dans le Pas-de-Calais. C'est ici que vit la famille Ezel. Jacques, le père de famille, est un agent d'assurance de 54 ans. Il est l'époux de Nicole et père de 2 fils, Arnaud et Alban. Il était très entier dans son caractère, il savait ce qu'il voulait et il faisait ce qu'il avait envie de faire. Il faut admettre qu'il était très strict, très discret, mais quand il voulait faire quelque chose, il le faisait à fond. Voilà. Mon père était quelqu'un de assez strict, on va dire un peu autoritaire, très sérieux. Il fallait qu'on soit droit, voilà. On ne peut pas faire n'importe quoi de bêtises. Voilà, il fallait être très discipliné, le terme. Dans sa ville, Jacques Ezel est un homme respecté. Il fait partie d'un club qui réunit les notables de la région. Dans les années 80, juste après son mariage, il a acheté des locaux proches de son domicile et y a installé son cabinet d'assurance. Je n'avais pas le droit d'y aller, il fallait pas que j'aille distraire sans doute la secrétaire. J'ai compris ça à cette époque-là, mais ça devait être pour autre chose. Donc je devais le prévenir. Nous avons eu pas mal d'histoires parce que je n'admettais pas ces procédés, parce qu'il fallait en somme que je prenne rendez-vous pour pouvoir aller au bureau. Jacques Ezel est un homme rigoureux, un homme très occupé. Son emploi du temps est réglé à la minute près. Il partait à 8h moins le quart, 8h, il revenait à 12h30 et il repartait à 2h moins le quart. Il revenait vers 19h30, 20h, de temps en temps plus tard, mais il me prévenait en général. Mais il était là tous les soirs, sauf que quand, une fois par semaine, il y avait une réunion avec son club. Aucune place à l'improvisation. C'est pourquoi, lorsque le soir du 17 novembre 2008, Jacques ne rentre pas à la maison, sa famille s'inquiète immédiatement. On a commencé à appeler les pompiers, savoir s'il n'y avait pas eu un accident, parce que comme il y en a qui habitent à l'extérieur d'Arras, ils pouvaient très bien avoir un accident.
Et la police, je les ai appelés, ils m'ont dit appelez à partir de 8h du matin, c'est le service de nuit. Donc j'ai rappelé les pompiers dans la nuit. Et puis le lendemain, avec mon fils aîné, Alban, et Arnaud qui gardait le téléphone ici, Alban est venu au bureau avec moi. Et c'est là qu'à 8h30, nous y étions. Et à 9h, on a vu la secrétaire arriver avec 3 inspecteurs de la compagnie. Voilà. Ce sont des inspecteurs financiers de la compagnie d'assurance pour laquelle travaille Jacques. Un audit est prévu ce jour-là. Des irrégularités suspectes ont été identifiées sur les comptes que gère son mari. Pour Nicole, c'est la stupeur. Il n'était pas très content parce que mon mari n'était pas là. Et puis j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Alors il me dit, c'est parce qu'il y a des problèmes, il y aurait peut-être 75 000 € ou plus qui auraient disparu. Je dis, quoi? Qu'est-ce que vous dites? Je dis, moi, je pars au commissariat pour une plainte parce que mon mari a disparu depuis hier. Alors, je les ai laissés là, au bureau, avec la secrétaire. Et puis, je suis donc allée au commissariat. Une procédure pour disparition inquiétante est ouverte. L'attente commence pour la famille Ezel et dans leur tête, les questions se bousculent. J'ai dit au policier, ce n'est pas lui qui partirait comme ça, il lui est arrivé quelque chose. J'ai tout de suite pensé qu'il avait eu un mauvais coup. Voilà. J'ai jamais pensé autre chose, étant donné qu'il avait son caractère. Mais enfin, on était à 4, on formait une famille. Et c'est là où il ne pouvait pas partir comme ça en nous laissant dans cet embarras-là. C'était pas son genre. C'était pas le genre à fuir. Nicole est persuadée que la disparition de Jacques n'est pas volontaire. Une semaine plus tard, la compagnie d'assurance de Jacques décide de le révoquer suite à des suspicions de fraude. Tous les revenus du père de famille sont bloqués. La famille se retrouve sans un sou. Du jour au lendemain, nous sommes retrouvés sans rien aussi pour vivre. Heureusement qu'il y avait la location du bureau. On n'avait plus rien. Ah oui, en 8 jours de temps, tout est arrivé. Dans les semaines qui suivent, la famille est harcelée par des appels téléphoniques d'organismes de prêts financiers. Nicole découvre alors que Jacques avait souscrit à plus d'une dizaine de crédits à la consommation. Il y avait au moins 500 000 € qui avaient disparu comme ça. Il y avait le bureau, il y avait les crédits à la consommation, plus la voiture, ça faisait 13. On arrivait dans les 200 000 € rien que pour ça, pour les crédits à consommation. Il y en avait, il fallait encore 2 ans, 3 ans pour les régler. Mais il en réglait déjà depuis un certain temps. Mais pourquoi? Il n'y avait aucun travaux qui se faisaient dans la maison ni dans les bureaux. Où est donc passé cet argent? Jacques n'est pas un homme qui dépense à tort et à travers. Il était, pour ses amis comme pour ses enfants, et moi-même, radin. Voilà, on disait le terme. Ah oui, pas de dépenses, jamais de restaurant, on va pas au cinéma, on fait rien. Voilà. Nicole découvre aussi que des sommes importantes ont disparu des assurances vie familiales. Il manque près de 90 000 €. Il avait pris le maximum dans l'assurance de ma mère. Et il avait fait la même chose pour moi. Et j'ai retrouvé les courriers avec des lettres qu'il avait écrites en mon nom, signées à ma place, pour retirer l'argent. C'est un peu un choc parce que les sommes sont assez importantes. Et au fur et à mesure, on trouve 12 pour un montant d'environ 150 000 €. Donc, c'est assez conséquent. Sachant qu'on ne sait pas s'il est vivant ou mort. Arrive alors la date du 25 janvier 2009. On le retrouve 2 mois et demi après. On le retrouve en Belgique, près de Charleroi. Il était accroché à une péniche. Et ils l'ont retrouvé un dimanche soir. Et nous ne l'avons su que le mardi matin. J'ai été prévenue par mon frère. D'abord, qui avait été prévenu par sa fille, qui avait été prévenu par la police. Et le policier est venu... Après, j'ai eu la Belgique, les policiers belges qui m'ont téléphoné pour me prévenir. Et 1 heure après, j'ai les policiers qui menaient l'enquête ici à Arras, les policiers qui sont venus aussi.
et qui nous avaient promis qu'ils auraient tout fait pour qu'on sache la vérité. Je les ai crus. Voilà. 10 semaines après sa disparition, Jacques Heuzel a été retrouvé mort en Belgique, lesté par un sac à dos contenant un haltère. La police belge remet le corps à la France. Après une autopsie superficielle, ce qui veut dire que seul l'extérieur du corps est examiné, les policiers français concluent au suicide. Une hypothèse que la famille n'accepte pas. Alors, les Heuzel déposent plainte pour assassinat et se constituent partie civile. C'était pas envisageable parce que c'était pas une question d'argent. Nous sommes propriétaires. Donc les bureaux, il aurait pu me raconter ce qu'il voulait. Il pouvait vendre les bureaux. Il n'avait pas l'intention de se suicider comme certaines personnes pourraient peut-être laisser croire. Il y a trop de choses qui nous permettent de dire le contraire. Voilà. En plus, on n'a jamais eu lettre d'adieu, quoi que ce soit. Mais il nous a quittés, par exemple, le lundi 17 novembre 2008. Normalement, il n'est pas comme un autre jour. C'était pas... Il n'y avait rien d'anormal. Donc non, l'hypothèse du suicide, même si elle a été pensée au début par certaines personnes peut-être, mais pas par moi. Devant les incohérences qui s'accumulent, sa famille cherche à comprendre. Arnaud, le plus jeune fils, décide alors de mener sa propre enquête. En examinant les affaires retrouvées avec le corps de Jacques, il découvre que son père avait sur lui un agenda. Ces affaires, mon père, avaient été mises dans un sac poubelle. On a récupéré tout au pont funèbre. Et c'est donc nous qui avons découvert toutes les affaires, notamment le carnet. L'agenda de Jacques Heuzel est incomplet. Il manque une page, et c'est celle de la semaine de sa disparition. Pour quelle raison? C'est qu'il avait un rendez-vous important, quelque chose qu'il avait noté qu'il ne fallait pas qu'il apparaisse. Charles Constantin Vallet, vous êtes avocat à Paris. Vous n'avez pas travaillé directement sur le dossier Heuzel, mais vous êtes un pénaliste et vous connaissez les questions de droit pénal. Quand Jacques Heuzel disparaît, on est en 2008, sa famille va au commissariat. La police lance une procédure pour disparition inquiétante. Qu'est-ce que ça signifie ? La procédure pour disparition inquiétante, c'est une procédure qui a été créée en droit français en 2002 et qui permet, lorsque une personne disparaît et qu'on n'a pas de nouvelles de cette personne, eh bien de lancer des investigations pour la retrouver. Il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure du mineur ou du majeur protégé. Et là, la simple disparition crée les conditions de caractère inquiétant de cette disparition. Et donc, les policiers, les gendarmes vont, sous l'autorité du procureur de la République, rechercher la personne disparue. Pour un majeur, en revanche, les choses sont un peu plus compliquées. Il faut rapporter, il faut que des éléments existent sur ce caractère inquiétant, puisque chacun est libre de disparaître, évidemment, et de changer de vie. Le corps de Jacques Heuzel est retrouvé en Belgique, dans un canal, par la police belge, et ils ne font pas d'enquête. Ils vont remettre le corps aux policiers français. Est-ce que c'est normal ? Ça, c'est la difficulté des enquêtes transfrontalières où il y a des éléments qu'on appelle d'extranéité, c'est-à-dire le corps retrouvé en Belgique, en l'occurrence, et une famille française, une victime française. Et là, il y a un pouvoir qui est laissé aux enquêteurs de choisir les modes d'enquête. Alors, la police belge a ses propres logiques, son propre droit, mais il est probablement apparu aux enquêteurs belges que ça relevait des enquêteurs français qui ont eux-mêmes choisi de récupérer le corps. Maître Constantin Vallet, la police ne fait qu'une autopsie superficielle et conclut au suicide. C'est une situation normale, ça ? C'est une situation qui peut ne pas être anormale, c'est-à-dire les enquêteurs disposent d'une liberté quant aux actes d'enquête qu'ils vont accomplir. Le procureur de la République va donner des instructions et les enquêteurs vont être, dans une certaine mesure, libres d'investiguer selon l'idée qu'ils ont de ce qui est nécessaire pour découvrir la vérité. Donc, s'il leur est apparu qu'une autopsie incomplète ou en tout cas partielle suffisait à découvrir les causes du décès, eh bien, ils n'ont pas poussé au-delà leur acte d'enquête. Ce n'est pas une situation anormale dans une enquête habituellement. Pour la famille, est-ce qu'il y a moyen de demander une autopsie plus poussée ? Les ayants droit de la victime n'ont pas le pouvoir juridique de solliciter des actes d'enquête. C'est le procureur de la République qui va avoir ce pouvoir de lancer des investigations.
Ce n'est que plus tard, si une information judiciaire est ouverte, que juridiquement, les victimes ou les ayants droit de la victime, les parties civiles, dans le cadre de l'instruction, vont pouvoir solliciter des actes d'enquête. De manière informelle tout de même, évidemment, la famille va pouvoir solliciter le procureur de la République, mais il demeure libre de conduire les investigations ou non. Dans quelques instants, nous verrons qu'en enquêtant sur la disparition de Jacques Heuzel, sa famille va mettre à jour une incroyable double vie. Mais avant, partons pour Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. C'est dans cette ville qu'en 2013, une affaire a défrayé la chronique. La disparition mystérieuse de Marie-Josée Benitez, 53 ans, et de sa fille Alison, 19 ans. Une affaire encore non résolue et qui a totalement bouleversé la vie d'Edwige Barbet, la sœur et la tante des deux victimes. Cette disparition, elle est inquiétante. Beaucoup. Beaucoup. Elle me pourrit la vie, en fait. Et elle me pourrira jusqu'à ma mort, mais de toute façon, c'est comme ça. On ne peut rien y faire. Marie-Josée est l'épouse de Francisco Benitez, que ses amis appellent Paco. En plus d'Alison, elle a 4 autres enfants, nés de précédentes unions. Nous sommes le 14 juillet 2013. C'est ce jour-là qu'Alison et sa mère, Marie-Josée, disparaissent mystérieusement. Les signes de vie, les derniers, c'est le 13 juillet, parce qu'à partir du 14 juillet, rien ne bouge. C'est-à-dire qu'elles ont disparu, leurs téléphones portables sont muets, il n'y a pas de retrait bancaire, il n'y a plus rien. Donc, si vous voulez, à partir du 13 juillet au soir, il n'y a plus aucune nouvelle d'Alison et de sa mère. Celui qui s'inquiète le plus, c'est un ami d'Alison, parce qu'elle devait participer à un concours Miss Roussillon à Canet. Elle avait toutes les chances d'ailleurs de gagner ce concours, et elle y tenait à ce concours. Donc, quand elle ne se présente pas à la répétition du 14, quand ensuite il n'a plus aucune nouvelle, il s'inquiète, il n'avait pas tort de s'inquiéter. Le mari de Marie-Josée, lui, ne s'inquiète pas. Il explique que sa fille et sa femme sont partis en vacances à Toulouse. Une version à laquelle, intuitivement, Edwige ne croit pas. Alison n'est jamais partie à Toulouse avec ma sœur, c'est pas vrai. Jamais de la vie. Et comme j'ai toujours dit, ma sœur et ma nièce, ils sont sur Perpignan, dans les alentours de Perpignan. Elles n'ont pas quitté la région. Les amis de la jeune femme décident alors de prévenir la police. Et quelques jours plus tard, Francisco Benitez se rend à son tour au commissariat. Alors, les premières démarches sont faites par Francisco Benitez, qui, le 21 juillet, déjà 7 jours quand même après le départ, se rend au commissariat pour signaler simplement que sa femme et sa fille sont partis. C'est une démarche qui est passée à peu près inaperçue parce qu'il n'a pas l'air affolé, il ne dit pas qu'elles ont disparu dans des conditions suspectes. Ce n'est que le 25 qu'il va au commissariat pour déposer plainte en disant « Je m'inquiète, j'ai plus de nouvelles de ma femme et ma fille qui sont partis depuis le 14 juillet. » Donc en réalité, on est 11 jours après. 11 jours qu'Alison et Marie-Josée ont disparu et toujours aucun signe de vie. Lorsqu'il est entendu par les services de police, bien entendu, lui, il fait celui qui est effondré, qui ne sait pas où se trouvent sa femme et sa fille, et qui est dans une peine immense. Mais de son côté, Edwige a des soupçons. Des soupçons d'une extrême gravité. J'ai dit à maman, Paco, il a tué Marie. C'est les seuls mots qui sont venus à ma bouche, c'est Paco, il a tué Marie. Et j'ai commencé à trembler, j'arrivais plus à me lever. Je savais qu'il l'avait déjà tué, je le savais. J'ai appelé Paco sur son fixe, il ne m'a jamais répondu. Tout au début. J'ai voulu la voir et j'ai eu ma nièce qui m'a rappelé, Lydia, en me disant non, il n'est pas bien, il ne veut pas te parler pour l'instant parce qu'il n'est vraiment pas bien. Notre maman, elle a déjà parti, elle est déjà revenue, donc là, elle va revenir. Enfin, elle a essayé de me calmer, enfin, me radoucir. Car ça n'est pas la première fois qu'il y a des problèmes dans la famille Benitez. En effet, Paco est un homme à femme. Espagnol de naissance, Francisco Benitez s'est fait naturaliser français
après son entrée dans la Légion étrangère en 1986. Il a le grade d'adjudant-chef. Francisco Benitez représentait la Légion dans le département des Pyrénées-Orientales. C'est quelqu'un qui était considéré comme fiable, sérieux, qui était reçu par les autorités départementales, qui était toujours tiré à quatre épingles et qui, disons, portait beau. C'était aussi quelqu'un de séduisant, mais il séduisait aussi, je pense, tous les gens qu'il rencontrait parce qu'il avait la prestance, parce qu'il était en uniforme et parce qu'il savait aussi s'exprimer. C'est en 1988, à Marseille, que Francisco Benitez a rencontré Marie-Josée. Le légionnaire n'a alors que 25 ans. Marie-Josée est de 3 ans son aînée. La jolie femme aux yeux verts tombe sous le charme du légionnaire. Il arrivait à un moment de la vie à ma sœur où elle avait besoin d'un homme, ils avaient besoin sûrement d'un papa. Et ma sœur était fort amoureuse de lui. Lui, je pense que lui aussi. De leur amour naît Alison, le 24 mai 1994. Une ravissante brune, longiligne. Elle est l'unique enfant du légionnaire et Francisco Benitez adore sa fille. En raison du métier de Francisco, la famille Benitez est obligée de se déplacer au gré de ses mutations. En 2000, la famille pose ses affaires à Saint-Gilles, à 20 km de Nîmes. À quelques mètres de la caserne de Francisco, se trouve un bar à hôtesse. Le légionnaire y rencontre Simone Oliveira Alves. La jeune Brésilienne y est serveuse. Elle tombe amoureuse du légionnaire. Elle le croit libre et Paco se garde bien de lui dire qu'il vit avec une femme et qu'il est le papa d'une jeune fille. Cette liaison va durer plusieurs années, jusqu'au jour où Simone découvre la double vie de Francisco. Elle a eu la femme au téléphone. Comment elle s'appelle? Simone. Ils se sont disputés. Ils voulaient même se frapper toutes les deux. Simone prend alors la décision de rompre avec Paco. Et quelques jours plus tard, le 29 novembre 2004, Simone disparaît mystérieusement. À l'époque, une enquête est ouverte sur cette disparition et Paco est entendu par la police. Simone disparaît après qu'il ait reçu, disait-il à l'époque, un mail ou un SMS d'elle lui disant « J'ai décidé de partir, on cesse toute relation, tout est fini ». Et donc quand il est interrogé à l'époque, simplement parce qu'on sait qu'il a des relations avec elle par les services enquêteurs qui se demandent où est passée cette femme qui est partie, sans ses enfants, il dit « Mais voilà, moi j'ai reçu un message, elle a rompu avec moi, point final ». L'enquête s'arrête là. Simone ne sera jamais retrouvée. De son côté, la famille Benitez déménage et s'installe à Mayotte, un département français perdu au milieu de l'océan Indien. Et là, Francisco et Marie-Josée se marient. Un mariage entouré du plus grand secret. Même la famille de Marie-Josée n'est pas tenue au courant. En 2010, Francisco est à nouveau muté. La famille pose ses valises cette fois-ci à Perpignan. Le couple bat à nouveau de l'aile, Marie-Josée a des soupçons, Paco multiplierait les liaisons. En 2012, Alison fouille le téléphone portable de son père. Elle y découvre une discussion sans équivoque avec une certaine Dolores, elle aussi militaire à Perpignan. À mon avis, c'est sûrement des messages de maîtresse. Comme Paco avait l'habitude d'en avoir. C'est que ça. Il n'y a que ça. De toute façon, on a retrouvé encore plein de maîtresses il n'y a pas longtemps sur Paco. Il y a plein de choses. Alison raconte tout à sa mère. Son père a une maîtresse. Il mène une double vie. Une dispute éclate et Francisco Benitez quitte le domicile. Près d'un an plus tard, le 14 juillet 2013, Marie-Josée et Alison disparaissent. Leur famille les recherche en vain, les enquêteurs aussi. Mais l'attitude de Paco ne va pas tarder à éveiller les soupçons de la police. Roland Coutenceau, vous êtes psychiatre, expert près la Cour de cassation.
Le mensonge dans une famille, découvrir qu'on a été trompé, qu'est-ce que ça peut produire comme effet? Ouais, le mensonge, beaucoup de gens mentent, sauf quelques-uns. Ensuite, il y a des mensonges qui ont un poids plus fort. Quand on commence à cacher quelque chose qui est important. Et regardez presque, on pense à quoi? On pense à l'infidélité, c'est le mensonge le plus fréquent. Et comment ça se traduit dans beaucoup de couples? Ça dessoude beaucoup de couples. Il y en a qui reprennent. Donc, quand c'est une vraie double vie, c'est encore pire quand on le découvre. Docteur Coutenceau, c'est quoi une double vie? La double vie, c'est pas si simple. C'est quand même quand il y a deux lieux, deux couples, deux modes de vie, parfois deux familles. Et les gens se disent, comment est-ce possible de faire marcher tout ça? Pour qu'il y ait une double vie, il faut aussi que celui qui construit cette double vie, il ait un métier, une profession qui soit compatible avec des absences répétées et quand même structurées. Donc, beaucoup de gens, quand même ils le voudraient, ne peuvent pas construire une double vie. Donc, il faut que l'identité sociale qu'on a aux yeux de l'autre permette ce courant alternatif des moments où on est présent et des moments où on est absent. Docteur, comment est-ce qu'on devient un menteur? Est-ce que c'est une pathologie? Alors, mentir, le mensonge, est-ce que c'est une pathologie? D'abord, au risque d'être à peine provocateur, beaucoup de gens mentent, mais pour des petites choses. Ce qui est déjà le deuxième stade, c'est quand on ment et, quoi que l'autre dise, on maintient quelque chose qui est curieux. On dit par exemple mentir comme un arracheur de dents, mais on tient le peuple. Et puis ensuite, il y a le mensonge pathologique, et le mensonge pathologique s'appelle la mythomanie. Donc des gens qui inventent, qui s'inventent des vies, qui s'inventent des choses qui sont totalement fausses. Donc vous voyez, il y a des degrés, et je dirais la pathologie, pour moi, elle est simplement quand il y a une dimension mythomaniaque. Et comment se fait-il que les autres ne s'aperçoivent de rien? Souvent, celui qui impose sa double vie a une forme d'assurance et il trouve réponse à tout. Ce que les proches m'ont parfois dit, j'y ai pensé, mais je me suis dit non, c'est pas possible. Donc, ils y ont pensé, mais finalement, ils n'y ont pas cru. Vous avez expertisé des cas semblables? Ça m'est arrivé d'expertiser des cas semblables, mais qui finalement n'avaient pas tenu aussi longtemps. L'aspect extraordinaire peut-être des affaires Benitez, c'est la durée pendant laquelle le sujet a réussi finalement à faire durer, faire marcher cette double vie. On se dit mais c'est pas croyable, comment ça n'a pas capoté avant? Dans quelques instants, nous verrons le tournant extraordinaire que va prendre l'enquête sur la disparition de Marie-Josée et de sa fille Alison. Mais retournons maintenant à Arras. Jacques Ezel a été retrouvé mort dans un canal. Pour la police, c'est un suicide. Mais la famille n'y croit pas. En fouillant dans les affaires de son père, son fils a découvert qu'une page manquait à son agenda, celle de la semaine de sa disparition. Nicole, son épouse, décide alors de fouiller le bureau de son mari et elle va y découvrir ses autres agendas. Les carnets se trouvaient ici, dans cette armoire-ci, voilà. Là. Voilà, ils étaient rangés là, il avait tout rangé, tout méthodiquement. Et pour chaque année, 2 agendas très différents. Les uns sont professionnels, les autres sont d'ordre privé, très privé. C'était pas la même chose, il y avait 2 catégories différentes. Parce qu'il y en avait en fait 2 par année, donc depuis début des années 80. Donc c'était assez considérable. Donc j'ai commencé à éplucher les petits carnets et pages de gauche. Donc c'est les trajets en fait, les pages de gauche, des trajets qu'on ne comprenait pas. Des trajets nombreux qui conduisent à Paris, à Lille et principalement en Belgique. Des déplacements qu'il effectue pendant ses heures de travail dans le secret le plus complet. D'après sa secrétaire qui travaillait à son agence, mon père était absent beaucoup l'après-midi.
Mais bon, d'après, il devait céder un rendez-vous client. Mais bon, elle ne le suivait pas. Mais il était souvent absent. Donc au moins 3-4 fois par semaine. Et puis, on avait vu que mon mari, dans ses agendas, marquait tout et barrait tout ce qu'il faisait. Alors, à plus forte raison, quand on voyait certaines choses importantes, c'était barré, donc on savait que c'était fait. Voilà. Ces agendas, ils marquaient tout dessus. Et donc les pages de droite, c'est là où je vois des prénoms féminins. Donc page par page. Donc ça, c'est à partir de l'année début 96. Il y a environ, je calcule, une cinquantaine de prénoms féminins. Des nationalités, au moins 7 nationalités, beaucoup européennes. Donc on peut voir ici par exemple Marine, Fleur, Eugénie. C'est Lizzie, mais très petit. Ici, c'est pareil, Mathilde, Norine, Agathe. On voit même écrit brésilienne ici. Mais Arnaud n'est pas au bout de ses surprises. Chaque prénom est suivi d'annotations qui semblent correspondre à des pratiques sexuelles. Il y a de nombreuses annotations sexuelles, on va dire, qui montrent que oui, pour moi, il y a des parties fines. Voilà. Après, je ne sais pas le rôle qu'il a dedans, s'il organise, ça, je ne sais rien. Je vois Alter, et je vois Alter avec toutes les pages. Donc on voit aussi bracelet, chaîne, voilà, c'est des choses comme ça. On est un peu voilà, surpris. On peut parler de sadomasochisme à mesure où on voit bracelet, chaîne, Alter. On va dire, pas toutes les pages, mais régulièrement. Après, on sait pas, je sais pas ce qu'il faisait. Après, il y a beaucoup le terme photo aussi. On tombe de haut, vous savez, quand on voit ça. Là, je peux vous dire que là, on est anéanti. Et il y a pire. Arnaud remarque d'autres détails sur ces listes. Et après, ce qui est terrible, c'est qu'il y a des âges. Donc je vois qu'il y a 11 ans, 12 ans, 14 ans et 15 ans. Il met telle mère. Voilà, il met plein de choses. De termes. Il met belle petite Clémence à un moment pour une fille. Donc vous voyez, ça décrit. Vous voyez des termes comme t-shirt moulant. Le choc est terrible. Jacques Ezel, cet homme austère, ce chef de famille strict, marié depuis plus de 30 ans, menait donc une double vie. Quand je fais la découverte des carnets, des agendas, je suis assez perplexe, on va dire. Parce que mon père était quelqu'un de très sérieux, justement, il fallait marcher droit, assez autoritaire. Et donc le fait de voir ça, et là, je ne sais pas quoi penser. Donc je pense à la double personnalité, ce qui me paraît assez évident. Voilà, qu'il y avait une façade ici à Arras, du moins au domicile. Et quand il sortait du domicile, il y avait une autre façade. Ça m'a surpris beaucoup parce que je n'attendais pas. Quelqu'un qui est assez strict, sérieux, austère, c'est tout à fait l'opposé. Vous avez c'est une double face. C'est l'extrême. Ce que j'ai découvert, j'ai la face cachée. Je ne peux pas m'attendre une seconde à ce qu'il soit comme ça. Pas possible. La famille en est de plus en plus persuadée. La thèse du suicide ne tient pas. Moi, je pense un meurtre, du moins un assassinat. Je pense à la piste de l'assassinat, au niveau des mœurs. On a voulu le faire taire. Pour moi, c'est le réseau. C'est le réseau dans lequel il était. Les mois passent et les révélations s'enchaînent. Jacques avait 9 comptes bancaires, une ligne de téléphone secrète à son bureau. Il avait même une boîte postale pour recevoir discrètement son courrier. J'ai des difficultés à le croire, oui. Des difficultés à croire que mon mari était capable de faire ça. Ça, c'est très difficile. Le 30 mars 2016, le procureur de la République rend un avis de non-lieu suite à la plainte
pour assassinat. Alors, un mois plus tard, la famille dépose une nouvelle plainte, mais cette fois-ci contre les policiers qui ont mené l'enquête. Une plainte pour obstruction à la manifestation de la vérité. Moi, je parle pas de lenteur judiciaire, je parle plutôt de blocage judiciaire, alors que vu de tous les éléments qu'on avait découverts, notamment dans les carnets, avec soupçon de réseau de pédophilie, normalement, une information judiciaire aurait dû être ouverte immédiatement à destination d'un juge d'instruction, ce qui n'a pas été le cas. La famille a également fait appel du non-lieu dans sa plainte pour assassinat. Un appel rejeté le 7 juin 2017. Elle va maintenant devoir se pourvoir en cassation. Dans l'idéal, c'est déjà d'avancer dans l'instruction, c'est de savoir où partait l'argent, les bénéficiaires des virements bancaires, donc que ces personnes s'expliquent dans le cas d'audition devant le juge d'instruction, et ensuite, s'il y a des faits répréhensibles, comme je le pense, qu'elles se comparaissent, qu'il y ait un procès, voilà. La famille réclame la vérité sur la double vie de Jacques et sur sa mort, qui leur paraît si suspecte. J'espère savoir un jour la vérité le plus vite possible. Je lui en veux dans le fait que ses fils n'ont pas eu une vie normale depuis 8 ans et demi. Ils n'ont pas eu la jeunesse qu'ils auraient pu avoir. Et je lui en veux, mais que voulez-vous? Disons qu'au quotidien, c'est difficile. C'est sûr que quand vous vivez, surtout quand c'est votre père, vous découvrez au fur et à mesure des mois, des années, vous découvrez toujours, vous pouvez encore découvrir après. Parce que des choses qu'on ne sait toujours pas. Cette vérité, on la veut quelle qu'elle soit. Mais moi, avec mes fils, mon mari, on voit, c'est inscrit, mais il n'était pas le seul à faire ce genre de choses. Si on se bat, c'est parce qu'avec tout ce qu'on a découvert, on ne peut pas laisser ça. Parce que tout ce qu'on a découvert il y a 8 ans, ça continue maintenant. Il ne faut pas fermer les yeux là-dessus. Comment et pourquoi Jacques Ezel est-il mort? A-t-il été victime d'un réseau pédophile? Sa famille espère un jour découvrir la vérité. La famille de Jacques Ezel a des doutes sur sa mort et ne veut pas croire au suicide. Alors, est-ce que la famille doit apporter des preuves de ce qu'elle avance quand elle dit « ça n'est pas un suicide, on en est convaincu » ? Ça n'est pas une exigence légale, mais plus la famille va apporter d'éléments de preuve au procureur de la République d'abord, puis ensuite au doyen des juges d'instruction lorsque la plainte avec constitution de partie civile est déposée, plus la plainte va être traitée sérieusement et va permettre aux enquêteurs d'avancer, de conduire des investigations. La justice va rendre une ordonnance de non-lieu suite à la plainte de Mme Ezel. Elle va devoir faire appel. Comment ça se passe ? Eh bien, lorsqu'un juge d'instruction décide, à l'issue des investigations qu'il a conduites, qu'il n'y avait pas lieu, parce que c'est ça un non-lieu, c'est pas lieu à instruire ou à poursuivre l'instruction ou tout simplement à renvoyer en correctionnel, par exemple, un auteur qu'on aurait identifié, les parties civiles vont avoir la possibilité de faire appel de cette ordonnance pour la contester, considérant par exemple qu'il y a des éléments objectifs dans le dossier qui n'ont pas été traités, des pistes d'enquête qui n'ont pas fait l'objet d'investigation et que donc le juge d'instruction aurait dû poursuivre l'enquête. Et c'est la chambre de l'instruction qui va examiner cet appel et qui va, à la place du juge d'instruction, vérifier si le juge d'instruction avait ou non raison de choisir la voie du non-lieu. Alors l'appel va être rejeté, maître, il va falloir aller en cassation. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors la cassation, c'est une voie un recours supplémentaire qui n'est pas un recours en fait, c'est-à-dire que la cassation, le cour de cassation ne va pas examiner à nouveau les faits de l'affaire, mais en revanche va examiner si en droit et le juge d'instruction et la chambre de l'instruction ont respecté le cadre légal dans lequel s'inscrit une décision de non-lieu. Et si effectivement il y a manifestement violation de la loi, la cour de cassation va renvoyer devant le juge d'instruction, la chambre d'instruction, l'examen de cette décision de non-lieu.
Maître Constantin Vallet, Jacques Ezel a disparu en 2008. Ça fait bientôt 10 ans que sa famille se bat pour connaître la vérité. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut renoncer ? Il y a nécessairement un arbitrage à un moment donné que la société doit prendre entre poursuivre les investigations et les interrompre. Le conseil qu'on peut donner aux victimes ou aux familles dans cette situation, c'est de ne pas se décourager, évidemment, de mettre tous les moyens pour faire émerger la vérité. Mais effectivement, quand on a épuisé les voies de recours, à un moment donné, il faut aussi accepter cette vérité judiciaire qui peut constituer une injustice, mais malheureusement, dans certains cas de figure, il faut vivre avec cette injustice, après avoir évidemment mis tous les moyens pour faire émerger la vérité. Retournons maintenant à Perpignan, où un rebondissement dramatique va lever une partie du voile sur la double vie de Francisco Benítez. En effet, alors que la police tente de retrouver Marie-Josée et sa fille Alison, l'attitude de l'époux de Marie-Josée étonne les enquêteurs. On sait aujourd'hui qu'à cette période-là, en réalité, et depuis la disparition d'Alison et de sa mère, il fait la fête en quelque sorte dans le département de l'Aude avec une de ses petites amies. Donc il n'est pas du tout dans le chagrin, il est en réalité avec une maîtresse. Les policiers décident de perquisitionner le domicile et la caserne de Francisco Benítez. Celui-ci est alors pris de panique. Je pense que Francisco Benítez est pris de panique lors de la perquisition parce qu'il craint que les policiers ne découvrent un indice qui leur permettrait immédiatement de le placer en garde à vue, ce qu'ils n'ont pas fait à ce moment-là. C'est évident que s'il n'a pas été placé en garde à vue aussitôt, c'est parce qu'il représentait la Légion dans le département, qu'il avait de l'entre-gens, qu'il connaissait des gens à la mairie, qu'il connaissait des autorités, et que par conséquent, on ne pouvait pas le soupçonner immédiatement. Cette décision de ne pas placer Francisco Benítez en garde à vue va avoir des conséquences extrêmement graves. Le 4 août 2013, Francisco Benítez lance un appel à témoins par l'intermédiaire d'une vidéo pour retrouver sa fille et sa femme. Bonjour à tout le monde, là, je suis le papa d'Alison. Avant tout, je tiens à remercier tous ses amis et tous les gens près de nous qui se sont mobilisés pour sa recherche. Le plus dur pour nous, ça a été de lire des choses que les gens commentaient et disent sans savoir ce qui se passe dans la vie privée des gens. Là. Les gens qui me connaissent vraiment, là, ils savent très bien que pour moi, Alison, c'est ma vie. Mais ça, il y a seulement que les gens qui me connaissent qui peuvent savoir ça. Dans cette vidéo, il pleure énormément. On sent quand même déjà, et ça aurait dû alerter tout le monde, qu'il s'appesantit surtout sur son sort à lui, qu'il s'apitoie surtout sur sa situation, et qu'à aucun moment il ne s'inquiète vraiment de ce qui est arrivé à sa fille et à sa femme. C'est une vidéo bidon. Il a fait une vidéo bidon. Déjà, Paco était déjà faux à la base. Sa vidéo, elle est fausse. Tout ce qu'il a fait, c'est faux. Mais tuer ma sœur, c'est vrai. Alors, les enquêteurs, à ce moment-là, sont convaincus qu'ils ont affaire à un mari éploré, à un père désespéré, et que par conséquent, même s'il y a des points à élucider, il n'y a pas urgence à le faire avant quelques jours. Et donc, ils lui disent qu'ils vont l'interroger quelques jours plus tard. Ils ne pourront pas l'interroger à nouveau parce qu'entre-temps, il se suicide. En effet, le 5 août, le lendemain de la diffusion de la vidéo, coup de théâtre. Francisco Benítez se suicide dans la caserne de la Légion étrangère de Perpignan. Quelques jours plus tard, les résultats de la perquisition tombent. Donc, dans le sous-sol, tout a été visité, tout a été expertisé. Et on sait que dans le sous-sol, on a trouvé des traces de sang, donc il n'y a aucun problème. Mais évidemment, on n'a pas trouvé de corps dans le sous-sol. C'est une certitude, malgré les vérifications qui ont été faites et faites de façon sérieuse. Ce que l'on a trouvé sur son lieu de travail, c'est un congélateur. Un congélateur qui a été bien sûr examiné dans le moindre détail, sur lequel des prélèvements ont été faits. Et dans ce congélateur, on a trouvé des traces de sang d'Alison. Ce qui signifie que Alison a séjourné à un certain moment dans ce congélateur. C'est ce qui est le plus inquiétant, c'est-à-dire qu'à partir de là, on sait très bien que Alison a été tuée
et qu'elle a été tuée par lui, puisque c'est lui en plus qui a fait amener ce congélateur depuis son domicile jusqu'à la caserne. Mais la personne qui l'a aidé ne le savait pas. Alors il y a peut-être d'autres personnes qui l'ont aidé, mais en connaissance de cause. En tout cas, l'enquête n'est pas close et aujourd'hui, on cherche ces gens-là. Mais il n'était pas tout seul, Paco. Il n'était pas tout seul, ça c'est sûr. Il n'était pas tout seul. Francisco Benitez aurait-il eu des complices? Même s'il apparaît comme le suspect numéro 1 dans la thèse d'un double homicide, les enquêteurs pensent qu'il n'a peut-être pas agi seul. Peut-être l'a-t-on aidé à faire disparaître les corps d'Alison et de sa mère. Car malgré les recherches, il reste introuvable. L'affaire fait la une des journaux et elle alerte la famille de Simone à Nîmes. Simone qui avait disparu en 2004, soit 9 ans plus tôt. La famille s'adresse immédiatement à la police. 3 femmes disparues et à chaque fois, le même homme dans leur entourage. Les similitudes sont troublantes. Les policiers décident de rouvrir l'enquête sur la disparition de Simone Alves. La famille Alves à Nîmes, qui est au courant de ce qui s'est passé à Perpignan, se dit mais en 2004, ce qui est arrivé à notre sœur, c'est la même chose qui est arrivée à cette dame à Perpignan. Et donc on fait le rapprochement, et effectivement, il y a des coïncidences trop troublantes entre la façon dont Marie-Josée Benitez disparaît et la façon dont cette dame Alves avait disparu en 2004 à Nîmes. Pendant ce temps, à Perpignan, dans l'enquête sur la disparition d'Alison et de Marie-Josée, les policiers recherchent toujours les corps des 2 femmes. Et ils vont découvrir un élément très intrigant. On s'est aperçu dans l'enquête que le téléphone portable de Francisco Benitez, sur la période du 14 juillet et les jours suivants, avait déclenché des bornes à côté de Leucate. Et donc on a pensé qu'en pleine nuit, alors qu'il se trouvait à Leucate, il avait pu aller cacher les corps là-bas. Il y a eu des fouilles intensives avec des chiens, avec des battues, et on n'a rien trouvé. À tel point qu'à un certain moment, il avait été question de vider la station d'épuration de la ville. Les policiers partent alors sur une nouvelle piste. Nous, on a été contactés par une femme sur Facebook en demandant... elle voulait voir déjà la famille, parce qu'elle avait retrouvé des cheveux noirs qui dépassaient d'une poche plastique avec des os. La femme explique avoir vu ces os à proximité de l'étang du Barcarès, à 20 km à l'est de Perpignan. Les policiers décident de fouiller les berges de l'étang, un endroit où Francisco allait souvent se promener. Les policiers se sont finalement rendus sur place, ont prélevé une partie de ces os et on s'est aperçu que c'était des os d'animaux et non pas des os humains. Devant l'échec des policiers, Edwige décide alors de se rendre à son tour à l'étang du Barcarès. J'avais trouvé une chemise de militaire ou de l'armée ou de la Légion. J'ai trouvé une voiture aussi, brûlée. Et quand j'y suis retournée moi seule, plus de voiture, pas de chemise, plus rien. Qui a fait disparaître ces indices? Et s'il s'agissait de ces mystérieux complices? L'avocat de la famille de Marie-Josée espère encore découvrir la vérité. Aujourd'hui, je puis vous dire, parce que c'est la réalité, que l'enquête n'est pas terminée. D'abord parce qu'il y a toujours un juge d'instruction qui suit ce dossier. Les enquêteurs continuent leurs investigations. On cherche bien entendu non pas l'assassin de ces 2 femmes parce qu'on sait que c'est lui, mais on cherche les corps et peut-être un témoin qui pourrait dire qu'il a, volontairement ou pas, participé à la dissimulation des cadavres. La famille de Marie-Josée et d'Alison reste aujourd'hui profondément marquée par leur disparition. Elle espère qu'un jour, la police pourra faire toute la lumière sur la double vie de Francisco Benitez. Vous savez, ça fait 4 ans qu'on vit dans cette histoire-là. Et on n'est pas bien. En vérité, on n'est vraiment pas bien. On est tous désespérés dans notre famille. C'est une histoire qui nous a cassés. Docteur Benitez, à chaque fois qu'il est démasqué, qu'on s'aperçoit qu'il a menti, il tue. Pourquoi ce passage à l'acte? Quand quelqu'un est démasqué,
Au fond, il est devant une situation, on va dire, où il perd la face aux yeux de ses proches. Et donc, en fonction de sa personnalité, les gens plus proches de la normalité, plus banalement fragiles, vont se suicider ou vont faire une tentative de suicide en échouant qui va apitoyer les autres. Plus ils sont égocentriques et au fond redoutables d'une certaine manière, plus ils vont choisir le fait de tuer les autres. Mais regardez, et de se suicider après. Benitez s'est suicidé après avoir tué. Donc ce schéma tuer et se suicider est quelque chose de classique en criminologie. Est-ce que ça peut être dangereux de démasquer un menteur? Dans la vie ordinaire, on s'en tire souvent par une négation qui continue, ou par des insultes, ou par une rupture du lien. Mais si le sujet est particulièrement égocentrique, finalement, s'il a une partie de son imaginaire qui est celui d'un criminel, on peut le payer de sa vie, ce qu'on voit dans les faits divers extraordinaires. Comment ça se soigne, le fait d'être un menteur? Il se soigne surtout quand on a vécu de façon violente une situation où on a été démasqué. Il faut qu'il y ait bas les masques, le masque tombe, et là finalement, qu'est-ce que le menteur qui ne tue pas et qui ne se suicide pas, qu'est-ce qu'il constate? Que le jeu n'en valait pas la chandelle, qu'il est lui-même le dindon de sa propre farce. Alors le menteur peut se soigner. Est-ce que la victime du mensonge peut se soigner elle aussi? Chaque psychisme va avoir sa solution. Il y a des gens qui vont être très longtemps marqués, ils n'en reviennent pas. Si finalement on est durablement blessé, il y a des gens qui le payent pendant des années. Et au fond, ils le payent, ils ne font plus confiance à quiconque. Voilà le poids pour eux le plus grave de cette manière très fragile d'encaisser le fait d'avoir été la victime d'un menteur. Près de Perpignan, la sœur de Marie-Josée Benitez tente encore de se reconstruire et de percer le secret de la mort de sa sœur et de sa nièce. Aujourd'hui, la famille de Jacques Ezel cherche toujours à découvrir la vérité. Toutes les demandes qu'ils ont effectuées pour que soit ouverte une instruction ont été rejetées.